Alors c'est un très beau métier, un métier plutôt technique avec énormément de passion. Il faut être passionné de ce qu'on le fait. Un métier technique parce que, mis à part mettre de l'ambiance dans un stade, il y a aussi un aspect sécuritaire très très important vis-à-vis du public. C'est déjà ça, c'est primordial. Et ensuite, oui, l'aspect de passion parce qu'effectivement, c'est transmettre tout ce qu'on peut dégager émotionnellement, le retransmettre en fait au public. Et ça c'est le plus important. Ouais, on peut dire ça comme ça effectivement. Généralement quand je prépare un match, je me mets toujours dans l'idée du supporter en fait qui vient dans le stade, que ce soit un enfant, un adulte, une personne âgée, quelqu'un de passionné ou même quelqu'un qui n'aime pas du tout le foot. Justement c'est ça qui est très intéressant dans l'idée de dire je viens au stade, je viens voir un spectacle et du coup mettre l'ambiance et apporter justement cette émotion fait partie aussi du spectacle du match de football. Alors quand j'ai commencé en 2008, c'était tout nouveau pour moi puisque en fait j'étais capot du groupe des supporters qui s'appelait les Téméraires au tout début. La tribune qui est juste derrière moi n'existait pas, c'était une autre tribune qu'on appelait les Marathons. C'était une autre ambiance. Le football à Dijon était quelque chose que personne ne connaissait. Dijon est une terre de handball et de basket, et le foot s'est imposé petit à petit au cours des années. Et quand je suis devenu maître de cérémonie ou speaker, peu importe le terme, ça a été quelque chose de complètement innovant et j'ai absolument pas copié sur ce qui se faisait ailleurs. C'est-à-dire que je suis venu avec ce que j'avais appris dans les tribunes et je l'ai simplement retranscrit au milieu du terrain. Donc il n'y a pas forcément d'innovation, parce qu'en fait le métier de speaker a vraiment évolué depuis qu'on est champion du monde 98. Si vous regardez la finale de la Coupe du Monde 98 au Stade de France, vous verrez une vraie différence d'animation entre 98 et aujourd'hui, parce que le métier n'était pas forcément connu ou reconnu, parce qu'on avait peut-être peur aussi d'embringuer les foules, de faire plein de choses. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette plutôt show à l'américaine, dans l'idée de faire vibrer les stades. Ça passe effectivement quand on marque des buts, quand les joueurs marquent des buts, mais ça passe aussi par le monde de l'animation. Alors depuis 2008, le premier match que je fais, c'était un match de Coupe de la Ligue. On joue contre Brest, on gagne. D'ailleurs Stéphane Manjon qui sera coach ce soir avait marqué un but. Donc c'est pour moi en fait quelque chose de... Je parle beaucoup d'émotions dans mon métier parce que c'est vraiment la réalité. On vit le match comme si on était dans les tribunes en fait. Et ce côté émotionnel est vraiment primordial et la passion, il faut qu'elle soit là à 100%. Donc chaque match est vraiment très très différent. Que ce soit de la Ligue 1, de la Ligue 2, un match international également. C'est vraiment très différent, ça dépend du contexte. Si le club réussit, si le club marche moins, fonctionne moins, l'idée c'est d'être dans notre métier toujours positif pour retranscrire le sourire, voilà, là aujourd'hui on va souhaiter la bonne année, donc il y a toujours ce côté aller chercher le positif pour qu'en fait le supporter, le passionné soit toujours content en fait de venir au stade, peu importe le résultat sportif. Alors non, effectivement, on regarde toujours ce qui se passe un petit peu dans la presse, comment les gens comment le public réagit par rapport aux résultats. Le contexte est très très important. Pour autant, quand je viens au stade, je viens toujours avec la même dynamique, c'est-à-dire, je le disais, hein, avoir la banane, même si le public n'est pas content, même si c'est très très compliqué au niveau sportif, l'idée c'est de toujours rester positif et peu importe qu'il y ait 3, 4, 5, 10 ou 15 000 personnes, l'objectif c'est vraiment de donner du sourire aux gens pour qu'en fait quand les joueurs rentrent sur la pelouse, ils sentent qu'il y a un vrai public derrière eux et que ça peut fonctionner. Alors effectivement, le côté positif, c'est toujours de voir son équipe gagner, de faire vibrer les foules, de les faire taper dans les mains, et je dirais que ce qui me plaît le plus, c'est justement ce côté, la difficulté. D'être dans le dur. Ces matchs comme ça, j'adore, puisqu'en fait mon objectif à moi, mon premier travail, c'est que les gens puissent chanter, taper dans les mains, même si c'est dur. Et je sais que si quand les joueurs y rentrent, que le public est derrière eux,
je sais que le boulot est fait. Après, effectivement, quand il y a 6000 personnes, on n'est pas derrière le public. Nous, on fait le boulot en avant-match. Après, c'est les joueurs qui doivent répondre sur le terrain. Voilà. Comme le dernier match d'ailleurs à Paris, au Paris FC, il y avait beaucoup de public, ils étaient là, les joueurs ont fait ce qu'ils ont pu, même s'il y a eu la défaite, mais le public était là. Donc la meilleure réponse, c'est les joueurs qui la donnent, mais nous, on doit être un petit peu le métronome ou le chef d'orchestre pour que le public en fait réponde présent envers les joueurs. Alors, c'est une histoire d'homme. Parce que j'ai travaillé il y a quelques années maintenant dans le monde de la nuit où j'ai été DJ à mes heures perdues. J'ai surtout été capot des Téméraires, donc j'ai toujours été un passionné de football et de Dijon en général, hein. Même de basket, j'allais beaucoup voir le sport en général. J'ai toujours été supporter du sport à Dijon. Et quand on est passionné, alors mon grand-père était entraîneur adjoint de la 2e division 89, mon papa a porté les couleurs de Dijon aussi, donc voilà, pour moi le football n'était pas inconnu dans ma vie. Et quand je suis arrivé ici, j'ai été salarié du club de Dijon pendant 8 ans. Et le président, un jour, voilà, Coupe de la Ligue, le speaker, l'ancien speaker, ne vient pas au match pour ces raisons qu'il a eues. Et du coup, il a fallu trouver un speaker tout de suite. Et j'ai dit au président, écoutez, voilà, dans l'urgence, je connais le règlement, je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il ne faut pas faire. Je vais, si vous me l'accordez, je prends le micro et on verra. Et depuis ce jour-là, j'ai jamais lâché. J'ai pas raté un match de Dijon. Alors non, parce que chacun doit rester à sa place. Le supporter supporte, les joueurs jouent. Enfin voilà, et moi, mon métier, c'est simplement voilà de tenir un micro et de véhiculer des valeurs, les valeurs du club. Faire de la télé. Oui et non, en fait, c'est un autre métier. Après, dans la vie, on ne sait pas ce qui peut arriver demain, bien évidemment. Mais par contre, d'évoluer, oui, à un certain moment, en 2014 ou 2015, où j'ai vraiment eu ce coup dans le cœur. Vous savez, quand vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, où vous dites, mais c'est maintenant qu'il faut que je le fasse parce que je me sens bien, parce que c'est... Voilà. J'ai senti ce moment-là. Et lors d'une rencontre ici même, en 2015, au mois de septembre 2015, on avait organisé pour l'association Dijon Alzheimer une rencontre entre l'équipe de France, les anciens de l'équipe de France 98 et l'Olympique Lyonnais, les champions de France des années 2000. De l'Olympique Lyonnais, on avait réuni, je crois, 10 000 personnes ici au stade. Enfin, c'était super, une super fête du football. Et il y avait des émissaires de l'UEFA qui étaient dans les tribunes. Et sans le savoir, j'ai fait une animation voilà, qui était la mienne. En fait, j'ai pas... Et les émissaires sont venus me voir pour me dire mais il faut absolument que vous participiez à l'Euro 2016. Et là, oui, effectivement, il y a eu un déclic puisque je me suis dit, ok, là, on bascule d'un autre niveau. Les exigences, ne sont absolument pas les mêmes. Il faut être complètement bilingue. On rentre dans un monde qui est international. On va animer des stades qui font pas 10 ou 15 000 personnes, mais qui font 6 fois plus. Donc la pression n'est pas la même, l'exigence n'est pas la même, bien évidemment. Donc effectivement, oui, à ce moment-là, j'ai eu ce sentiment de dire, ok, est-ce que tu es capable de le faire ou pas? Alors oui, meilleur speaker de Ligue 2, je vais pas me tromper, mais je crois qu'on doit être sur les années 2009-2010, donc c'est vraiment au tout début que j'anime, hein, donc c'est pour moi micro d'argent, deuxième à cette époque-là. Ensuite il y a eu 2013-2014 et là où micro d'or, et puis effectivement 2015-2016, l'année de l'Euro où je suis élu également meilleur animateur. Alors c'est une consécration si on peut dire ça comme ça, mais c'est vrai que c'est très valorisant. Alors déjà d'une pour le club, puisque ça montre qu'en fait à Dijon il y a aussi un public et que ça fonctionne. Et deuxièmement, oui, c'est une marche en fait qui m'a permis aussi d'être valorisé dans les institutions européennes et internationales. Donc ça c'est super. Et puis effectivement le Graal c'est de faire un événement international, l'Euro 2016 à Lille au stade Pierre-Mauroy, plus de 60 000 personnes dans un stade. C'est juste une expérience extraordinaire. Donc on en revient forcément plus fort avec beaucoup d'idées, avec beaucoup de choses à mettre en place à Dijon, qu'on a fait d'ailleurs. Et oui, c'est gratifiant bien sûr. Oui, on n'anime pas un match de foot comme on anime un match de rugby ou un match voilà, ou une course de voiture. Effectivement, j'anime de temps en temps à Prenois. J'ai depuis 2016 du coup pu avoir des contrats avec la Lamera Cup, qui est une course de voiture où on parcourt l'Europe entière et clairement voilà, on s'éclate. C'est une ambiance conviviale, familiale, où effectivement il faut savoir parler plusieurs langues puisqu'on touche un milieu international.
nationale. On anime différemment, pour autant la particularité c'est qu'on va avoir toujours ce même dynamisme et toujours cette même passion et ce côté émotionnel que l'on va transformer, à l'inverse de ce qu'on pourrait croire quand tu parlais tout à l'heure de consulting, de faire de la télé. On n'est pas du tout sur du commentaire. Là, on est vraiment sur de la passion, sur de l'envie, sur de l'émotion. Dans notre métier, ce qui est très important, c'est de faire varier cet aspect vocal en fait, et émotionnel, de faire monter la voix. Voilà, c'est l'exigence qui impose notre métier. Après, effectivement, il y a eu aussi des matchs de rugby de top 14, l'inauguration de l'Orange Vélodrome. À Marseille, ça c'était une expérience extraordinaire, la toute première pour moi dans le monde du rugby. Pareil, c'est comme l'Euro 2016, c'est de l'exigence, c'est du travail, puisque c'est un monde que je ne connais absolument pas. Animer le stade Vélodrome quand on est supporter de l'Olympique de Marseille, c'est toujours extraordinaire. Il y a eu le Stade de France aussi, la finale en 2019 du top 14. Là aussi, c'est une très belle récompense. Ça montre aussi que on fait plutôt bien notre métier, mais encore une fois, il faut être très 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 exigeant avec soi-même et beaucoup de travail. Ça nécessite beaucoup de travail, de la concentration, et on n'a pas le droit de faire n'importe quoi, bien évidemment. Alors non, effectivement, c'est de l'organisation. Je suis papa de 3 merveilleux garçons. Je travaille aussi dans une autre entreprise avec mon papa, mon oncle, enfin avec une entreprise familiale. Effectivement, il faut savoir jongler, mais encore une fois, c'est la passion qui m'anime. Donc c'est une organisation. Une fois qu'on arrive à s'organiser dans son emploi du temps et avoir toujours cette envie de venir travailler, et de tenir un micro et de dégager cette passion, il n'y a pas de problème. Alors je fais partie, après l'Euro 2016, j'ai monté avec 2-3 amis à moi qui ont fait aussi l'Euro 2016, une association qui s'appelle l'association des speakers et maîtres de cérémonie, qui n'existait pas avant. L'idée c'est de regrouper en fait le top entre guillemets, enfin les speakers sportifs et non sportifs de ce qui se fait de mieux en France et en Europe. Pour pouvoir dire, effectivement, si on se réunit à tous, on va pouvoir avoir des gros contrats. Voilà. Donc on a fait la Coupe du Monde des filles en 2019 en France avec cette association. On s'était battu aussi pour faire la Coupe du Monde au Qatar. C'était trop compliqué en termes logistiques et en termes d'exigence de la part du Qatar, voilà, parce que on connaît les exigences qu'ils avaient par rapport aux femmes, même par rapport à l'anglais, à la langue parlée. Il fallait savoir parler aussi arabe. Enfin, c'était trop compliqué pour pouvoir y aller, mais j'aurais vraiment postulé. C'était vraiment quelque chose qui pour moi était encore novateur. Pour répondre à ta question, non. J'ai effectivement regardé la Coupe du Monde parce que pour moi le sport passe avant tous les débats, qu'ils soient politiques ou non d'ailleurs. C'était pour moi une super Coupe du Monde et voilà, quoi qu'il en soit, on a vu une super Coupe du Monde avec des nations qui ont montré beaucoup de choses, beaucoup de valeurs. Je pense notamment au Maroc, voilà, l'équipe de France, bon j'en parle pas. Et puis la consécration de Léo Messi, donc c'est vrai que c'est des choses qui sont juste exceptionnelles. Alors oui, la France, bien évidemment. Je voyais bien l'Angleterre ou l'Argentine gagner cette Coupe du Monde. Donc voilà, le Brésil non, parce que pour moi c'était une nation qui était trop individualiste vis-à-vis de leurs joueurs. L'Argentine oui, parce que j'avais ce côté coup de cœur avec Léo Messi, de voir justement ce meilleur joueur du monde réussir quelque chose. Et puis la France bien évidemment, parce que c'est l'équipe de France, parce que voilà, Kylian Mbappé, tout ça. Donc oui, on était toujours bien évidemment supporters de l'équipe de France avant tout, mais encore une fois, on a vu une très très belle Coupe du Monde et qui a je pense fait démentir beaucoup de choses sur le côté organisationnel et sur toutes les critiques qui ont pu avoir sur le Qatar. Alors je fais part de tout ce qui est écologique, tout ça bien évidemment, mais encore une fois on parle de sport avant tout. Le savoir parler, ça c'est primordial. Savoir parler, le savoir être, savoir bien se tenir, savoir rester à sa place, ça c'est des choses qui sont vraiment primordiales, puisqu'en fait faut pas oublier que dans notre métier, même si notre statut est un peu plus mis en avant, puisqu'en fait on fait vibrer les stades. Faut pas oublier que la star c'est le club, et ça c'est l'essence même en fait du sport. Et même à Dijon, même si c'est nous qui représentions la voix de notre club,
il est primordial et essentiel que de rester bien à notre place et surtout que la star, encore une fois, c'est le club. Le savoir parler, puisqu'effectivement, il ne faut pas parler trop vite, il ne faut pas parler trop lentement, il faut que les gens puissent s'identifier en fait à ce savoir parler, tout simplement, que les personnes âgées, que les jeunes. Ça va aussi avec la musique que l'on va passer dans les stades. Que ce soit un aspect commercial, pas trop boum boum, voilà, que ce soit vraiment que les gens quand ils arrivent dans le stade se sentent bien. Et les qualités premières, c'est ce que je disais, le savoir-être, toujours souriant, toujours avoir la banane, c'est le principal. Le savoir parler, c'est très important. Et même sur un événement international, d'avoir des petites touches. Je me souviens à l'Euro 2016. Il fallait être parfaitement bilingue, c'est toujours des petites touches d'humour, ça peut être en anglais, en français ou même en espagnol quand il y avait on a reçu l'Espagne, voilà, c'est toujours avoir cette touche, on reste dans notre cadre, ça ne nous empêche pas non plus de saluer le public adverse, toujours on le fait tout le temps à Dijon, ça c'est une marque de respect et c'est toujours très très important. Donc les exigences premières, oui c'est ça, c'est la passion, c'est le sourire, le savoir-être et le savoir parler. T'as pas vu, c'est parce que vous n'avez pas fait encore le rush. Bon, bah c'est bien alors. Alors, notre métier est sans cesse en train d'évoluer. Je dirais que ça n'a absolument rien à voir avec 2008, ça n'a absolument rien à voir avec 2016 et ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre maintenant. Pour plusieurs raisons. 2008, quand on a commencé, il n'y avait pas toute cette aura, tous les médias qui étaient aussi présents sur les grands matchs de première division à l'époque ou Ligue 1, Ligue 2 aujourd'hui. Donc il n'y avait pas nécessairement besoin d'être très exigeant avec soi-même. Aujourd'hui, 2015 ou 2016, quand c'était vraiment sous le feu des projecteurs, et là on était vraiment très exigeant avec le métier que l'on fait. On était en plein dans les attentats du Bataclan. En termes de sécurité, c'était très très compliqué. J'ai animé un match France-Suisse quasiment quelques mois après les attentats, donc l'Euro 2016, François Hollande qui vient dans le stade. En termes de sécurité, c'était très très compliqué puisqu'on, voilà, très clairement, on avait des snipers autour du toit. On était très très dur avec ce qu'il fallait dire. Il fallait absolument pas dire n'importe quoi. Les musiques qui passaient dans le stade, il fallait pas qu'en anglais il y ait des mots très forts. C'était vraiment très très exigeant. Donc il y avait une certaine pression. 2019, j'ai animé la finale du top 14 et c'est marrant d'ailleurs en faisant le parallèle et en discutant de cet aspect-là, 2019 top 14, Clermont-Toulouse, on est en pleine période des Gilets jaunes. Avant Covid, et c'est Emmanuel Macron forcément qui vient saluer tous les joueurs. Et donc là, l'Elysée, on rencontre le service de l'Elysée juste avant, et qui nous font clairement une interview pour savoir qui on est, ce que l'on fait, voilà. Et attention, interdiction de présenter le président pour éviter les sifflets, tout ça. Donc en fait, tout ça pour dire que l'exigence de notre métier, elle est primordiale. Et quand je parlais de savoir-être, et de savoir parler, c'est quelque chose d'hyper important puisqu'en fait ça touche aussi les institutions et on ne parle pas non plus que du sport mais tout ce qui va entourer le sport. Et aujourd'hui on est dans des choses qui sont complètement différentes. On est plus on va essayer de toucher le plus de monde possible du plus jeune âge à la personne plus âgée, puisqu'en fait il y a eu le Covid, il y a eu tout ce qu'on a vécu en termes de sécurité. Aujourd'hui le but du jeu c'est de faire revenir de plus en plus du monde au stade, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui si on regarde les affluences, les stades ne sont pas forcément tous remplis, donc notre part notre apport dans les rencontres, c'est aussi d'apporter ce sourire et de dire aux gens mais venez au stade, en fait venez passer un bon moment, c'est pas grave, on rigole, peu importe si ça gagne ou si ça perd. Il y a d'autres choses aussi qui se passent autour d'un match. Pour faire ce métier, il faut simplement être soi-même et ne pas oublier qu'il faut surtout rester à sa place. Mais encore une fois, le savoir parler, quand je prépare un match, j'ai toujours cette exigence d'être au top. C'est-à-dire que la veille, j'essaie de bien dormir, parce que c'est important. Le midi, de bien manger. S'il faut se reposer l'après-midi, il faut se reposer l'après-midi, puisqu'en fait, notre exigence, c'est d'être au top de 18h pour un match à 20h, par exemple, d'être au top allez, on va dire de 17h
à 23h minuit. Et il est très rare que j'arrive à dormir après les matchs, que ça gagne ou que ça perde d'ailleurs, parce qu'en fait effectivement on est en pleine pression et le temps que ça redescende, voilà. Donc c'est effectivement rester soi-même et puis profiter de l'instant présent et ça devrait matcher. Avec plaisir, merci à vous. Deuxième journée de Ligue 2 BKT, le DFCO reçoit Niort. Victoire impérative à domicile pour nos rouges. On compte sur vous, merci de votre soutien. Et ça c'est le plus important, parce que dans les moments difficiles, vous êtes là. Et on compte sur vous. Allez les rouges.